Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brillant en Société. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui, vous allez voir, est fascinant. On va parler d'un endroit qu'on connaît tous. On va voyager dans un pays, j'ai nommé le Vatican. C'est clairement le plus petit état indépendant du monde. Alors là, quand je vous dis ça, je vous parle à la fois en termes de superficie et de population et on va décrypter ça tous ensemble, vous allez voir. Le podcast est vraiment très intéressant. L'histoire du Vatican, ça commence pendant l'Antiquité. Alors à l'époque, c'était une colline occupée par des tribus italiques, mais dès le 1er siècle après Jésus-Christ, le site devient vraiment important pour tous les premiers chrétiens, parce que c'est là qu'une de leurs rockstars est enterrée, Saint-Pierre. Et 3 siècles plus tard, la construction de la première basilique en son honneur renforce la présence chrétienne dans les parages. Après, au Vatican, il se passe un tas de conflits, d'invasions, de changements politiques, mais c'est en 756 que le pape Étienne II va conclure un deal avec le roi des Francs, Pépin le Bref, pour asseoir un peu son pouvoir. C'est là que démarre ce qu'on a appelé les États pontificaux, c'est-à-dire ce territoire autour de Rome qui est sous la coupe directe en fait du pape. Ça se corse au 19e siècle, on est en pleine période de lutte pour l'unité italienne et bien sûr, cette cause menace les États pontificaux. En 1870, les troupes italiennes annexent Rome. À ce moment-là, le pape s'appelle Pie IX et en fait il quitte le palais du Quirinal, qui est devenu depuis la résidence du président de la République italienne, pour se réfugier au palais du Vatican. En fait, il refuse totalement de reconnaître l'annexion et donc ça s'enlise. Et en fait, c'est la fameuse question romaine. Il faut attendre jusqu'en 1929 pour que le conflit se calme avec la signature des accords du Latran, donc c'est pas si vieux que ça, 1929 si on y pense un petit peu. Et c'est vraiment à ce moment-là que la souveraineté du Vatican en tant qu'État indépendant est reconnue, avec le pape du coup comme chef d'État, comme on peut le connaître aujourd'hui. Du coup, à l'heure actuelle, la cité du Vatican, c'est une monarchie absolue et théocratique avec un pape qui est à la fois chef spirituel et chef temporel, une sorte de roi soleil version catholique en fait. Donc le Vatican, ça mesure précisément 44 hectares, ce qui en fait le plus petit état du monde et du coup le moins peuplé aussi avec seulement 800 habitants. Et c'est là que ça va commencer à être marrant, parce qu'en fait cette ville-état, forcément, elle a sa propre autonomie, elle a ses propres institutions et notamment par exemple sa propre banque. Et donc le seul distributeur de billets du coin s'exprime en latin. C'est un vrai état. Et il lui faut du coup forcément une armée aussi. S'il y a bien un distributeur de banque en latin, ça veut dire que l'état est solo, il vit de lui-même, il est indépendant. Donc forcément on met aussi une armée, c'est chose faite. Avec même la plus ancienne armée du monde et qui est encore en exercice aujourd'hui au moment où je vous parle. J'ai nommé les 135 gardes suisses qui assurent la sécurité du pape. Leur corps a été fondé en 1506 et on dit même que ses membres portent un uniforme qui aurait été dessiné par Michel-Ange lui-même. Si ça c'est pas la classe. Bon, la police italienne est quand même dans les parages au cas où, notamment sur la grande place Saint-Pierre. Le Vatican a aussi son propre petit tribunal pénal, sa poste. Si vous postez une lettre depuis le Vatican, vous allez avoir un tampon spécifique. Il y en a beaucoup en général qui s'amusent à le faire quand ils vont en voyage à Rome. Sa propre station essence, d'ailleurs, il y en a qu'une. Et aussi sa radio, même. Peu de gens connaissent, mais il y a une radio avec des animateurs, des journalistes qui sont exclusivement au Vatican, du coup, qui font des flashs dans plusieurs langues, en italien, en français, en anglais et notamment en latin. Et il y a aussi son équipe de foot. Ben oui, je suis très sérieux. Il y a une pharmacie aussi d'ailleurs, et vous vous en doutez bien, mais là-bas, on trouve ni préservatif et ni pilule du lendemain. Dans le seul supermarché du coin qui est accessible uniquement aux employés du Saint-Siège, il y a environ 4000 employés d'ailleurs, c'est quand même pas mal. On peut faire des courses, alors à des prix de dingue, parce que le truc c'est qu'il n'y a pas de TVA dans les parages au Vatican. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que parmi les 800 habitants, seulement 450 ont la nationalité vaticane. Et leur passeport est plutôt stylé, parce que du coup il est en cuir noir avec un écusson doré, donc c'est un truc qu'on voit pas ailleurs. Et par contre, oui tiens, c'est ça aussi que je voulais vous dire, il n'y a pas d'hôpital au Vatican. Donc personne peut y naître. Voilà, on a un passeport, mais il n'y aura pas marqué « né au Vatican », c'est pas possible. Il n'y a pas de citoyenneté par le seul. En fait, on obtient le fameux passeport seulement si on travaille pour le Saint-Siège et ça s'étend un peu au reste du foyer. Mais lorsqu'on quitte son job, en fait, on perd sa citoyenneté dans la foulée. Niveau langue, c'est un peu compliqué. Parce que dans les faits, bien sûr, l'italien est la langue qu'on entend le plus, mais le latin reste celle de l'église catholique. Et le français, voilà, oui, je sais, on est partout, mais lui aussi conserve son petit privilège de langue officielle dans les échanges avec certains organismes internationaux. Alors je reviens un petit peu à mon histoire de monarchie absolue, mais le site internet du Vatican le confirme, le pape a dans ses mains l'intégralité des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Par contre, pour être l'élu, il faut être désigné par les cardinaux qui ont moins de 80 ans, et ça, c'est pas une mince affaire. Si un pape démissionne ou meurt, on convoque les fameux cardinaux, et en fait, ils doivent absolument être là dans les 20 jours maximum, sauf souci de santé majeure. Ensuite, ils prêtent serment, la main sur les évangiles, bien sûr, de garder perpétuellement le secret sur l'élection.
Vous l'avez compris, le gagnant c'est forcément l'un d'eux, et la décision se prend dans l'enceinte de la chapelle Sixtine, vous savez, celle qui a été peinte par Michel-Ange, on y revient, et dont les touristes du monde entier raffolent. D'ailleurs, si vous avez déjà visité le Vatican, c'est l'endroit où ça bloque dans toute la visite du Vatican, c'est plutôt tranquille en général, mais alors, vous avez une file d'attente pour rentrer dans la chapelle de Michel-Ange, c'est un enfer. Je m'égare, donc le vote commence au plus tôt 15 jours, et au plus tard 20 jours après la fin du règne du pape précédent. À partir de ce moment-là, on empêche quiconque, à part les cardinaux, vous m'avez compris, de pénétrer dans la chapelle. Les communications vers l'extérieur sont totalement interdites. Et ensuite, très concrètement, les cardinaux écrivent en fait sur un bulletin rectangulaire le nom de leur préféré. C'est un petit peu comme un vote classique qu'on peut faire, même un vote de Koh-Lanta. C'est resté un peu dans la base. C'est vraiment un bulletin. Par contre, voilà, ce bulletin est secret et c'est dépouillé à haute voix. Et ensuite, on va brûler carrément les bulletins pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Et alors du coup, cette dernière étape, qu'on peut dire un petit peu classique, de dire ok, on brûle les bulletins puisqu'on veut qu'il n'y ait aucune preuve, en fait elle est très importante et vous la connaissez très très bien. Je vous fais la petite histoire, mais à l'époque en fait on faisait ce rituel là de brûler les bulletins dans la chapelle Sixtine. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça abîmait les fresques du maître italien Michel-Ange. Donc du coup, depuis le 19e siècle, on utilise un poêle dont la cheminée extérieure se voit depuis la place Saint-Pierre. Si c'est positif, la fumée est blanche, sinon elle est noire. C'est la fameuse fumée du coup qu'on voit, et c'est comme ça qu'on apprend dans tous les médias du monde, toutes les caméras sont braquées sur cette fumée, que le pape a été élu. Et ça aussi d'ailleurs c'est un peu casse-tête parce que dans le temps on utilisait de la mousse humide qu'on mélangeait au papier et souvent le résultat c'était plutôt gris, donc on s'y perdait un peu. Donc en 1978 ils ont commencé à utiliser un produit chimique fumigène histoire vraiment de simplifier la tâche, et là vraiment vous pouvez voir que c'est blanc écarlate. Pour valider le résultat, il faut les 2/3 des suffrages des électeurs présents en faveur du futur pape. Et quand c'est le cas, le cardinal le plus vieux demande le consentement de l'élu. En gros, acceptez-vous votre élection comme souverain? Est-ce que vous acceptez de devenir pape? C'est là du coup que le nouveau pape choisit son nom et qu'il donne la bénédiction apostolique avec son fameux Urbi et Orbi. D'ailleurs, c'est dit depuis le balcon de la basilique, le fameux. Bon, et niveau diplomatie, ça donne quoi le Vatican? Parce qu'ils ont adhéré à pas mal de conventions internationales, celles sur les droits de l'enfant notamment, celle de Genève pour protéger les civils en temps de guerre. Et le Vatican, c'est aussi un pays qui est considéré en fait comme un État observateur à l'ONU. Ça, c'est assez intéressant. Il est même d'ailleurs représenté par exemple à l'UNESCO, ou encore il est membre de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Bref, au niveau géopolitique, c'est du sérieux franchement. Il accueille des ambassadeurs du monde entier et il est représenté pour sa part par des nonces apostoliques dans des grandes capitales. Et puis il a son budget, alors qui est public d'ailleurs depuis le scandale de la banque Ambrosiano en 1982. En gros, c'était une histoire d'activité financière illicite et de détournement de fonds un peu partout en lien avec le Vatican. Et ça avait pris une telle ampleur que la banque avait fait faillite. Et pire encore, on avait retrouvé son président Roberto Calvi pendu sous un pont à Londres. Enfin bref, l'histoire était horrible, c'était une ambiance vraiment bizarre. Donc aujourd'hui, ils publient leurs résultats et ils sont plutôt dans le rouge d'ailleurs, avec un déficit de quand même 33 millions d'euros en 2022. Les dépenses du Vatican, c'est surtout les salaires des employés et la communication, vachement de communication. Je vous l'ai dit, il y a 4000 employés qui travaillent là-bas. Côté recettes, il y a évidemment les entrées dans les musées, les deniers de Saint-Pierre et quelques placements financiers quand même, faut pas trop rigoler. Autre truc marrant, le Vatican c'est le seul pays du monde qui n'a pas de prison. Il y a quelques cellules de détention provisoire quand même, mais les coupables purgent leur peine en Italie. C'est le traité de Latran qui a instauré ça. Et pourtant, le Vatican, c'est le pays, écoutez bien, qui a le taux de criminalité le plus élevé du monde. C'est pas une blague, c'est très sérieux ce que je vous dis. Mais en fait, c'est pas très compliqué à comprendre, il n'y a pas plus de crimes qu'ailleurs, c'est juste que il y a plus de délits par habitant, puisqu'il y a plus de délits que d'habitants. Donc par définition, forcément, ça fait un gros taux de criminalité. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est à cause des touristes, genre vol à l'étalage ou vol de sac à main. Ils le disent sur le site officiel du Vatican, d'ailleurs, de l'Office de tourisme, il faudrait être ultra vigilant. Au Vatican aussi, autre anecdote sympa dans ce podcast de Brillant en Société, ils descendent pas mal de bouteilles de vin, on dit même qu'ils consomment plus de vin par habitant que n'importe où ailleurs dans le monde. Et écoutez ça, quasiment 74 litres de vin pour un habitant par an. En gros, c'est le double de la consommation française ou italienne. Et pourtant, que ce soit italien ou français, on est pas mal dans le genre. Ça s'explique par plusieurs raisons, parce que déjà, quand on réside au Vatican, on mange souvent en groupe. Et puis le supermarché de la ville, il vend du vin hors taxe. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de TVA, du coup, on se fait plaisir, quoi. Autre truc un peu dingue, c'est au Vatican qu'on trouve le chemin de fer le plus court du monde avec juste 2 voies de 300 mètres et une seule station. C'est la Città Vaticano. Mais désolé, vous pourrez pas l'emprunter parce que c'est juste pour le transport des marchandises. En tout cas, moi je vous le dis, le Vatican ça vaut le détour. C'est quand même le seul pays à avoir été entièrement désigné comme site du patrimoine mondial en 1984. Alors forcément, entre la basilique Saint-Pierre, la magnifique chapelle Sixtine,
la basilique Saint-Marie-Majeur. Enfin bref, ça en jette un peu quand même, quoi. Et puis c'est au cœur de Rome, hein, quand même. On oublie quelque chose, mais c'est que c'est au cœur d'une capitale européenne, de la capitale de l'Italie. Et Rome, faut bien l'avouer. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais moi c'est ce que je dis à chaque fois quand quelqu'un me pose une question sur Rome. Je dis que c'est magnifique parce que vous marchez et tous les 100 mètres, il y a un monument incroyable à voir. Alors déjà, on est bien doté en France avec des villes magnifiques, hein, comme Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, mais Rome, c'est quelque chose vraiment à part. Dès que vous marchez, vous levez la tête, vous avez votre téléphone pour vous repérer. Dès que vous levez la tête, vous avez un monument et quelque chose d'incroyable. Et ce Vatican qui est en plein centre, et bien évidemment, allez-y, c'est juste incroyable, une très belle expérience. Et de ma part, même envoyez-la moi, postez une carte postale, comme ça vous aurez le tampon du Vatican. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'épisode du jour a été écrit par Daphné Breitenbach. Je suis Louis, animateur sur Énergie, et Brillant en Société, c'est un podcast énergie que vous écoutez sur énergie.fr, sur l'appli Énergie et sur toutes vos applis de podcast préférés. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un avis, on les lit et on adore vous lire.